Ça chauffe entre expatriés, le combat continue. Mark Bluersky et l'Observateur. L'Observateur a répondu à Mark Bluersky et je souhaitais ajouter un petit addendum aux commentaires de l'Observateur vis-à-vis de Mark et de sa situation et de ce que propose Mark. Je souhaitais revenir sur le fait qu'on ne quitte pas l'Occident en réalité. Je pense que c'est une petite confusion de langage. En réalité, on quitte la France. La France est un pays bien spécifique, en Occident, en Europe, disons. Et c'est ce pays-là qu'on quitte, et on le quitte pour des raisons précises, les raisons qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le titre de la vidéo, c'est « Tu ne dois rien à la France ». Pourquoi? Est-ce que c'est ingrat? Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est arriviste? Est-ce que c'est hypocrite de dire qu'on ne doit rien à la France? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, premièrement, je vais vous parler de ce qu'on quitte en partant de France, mais on va revenir sur un détail très particulier. C'est que quand tu nais dans un pays, tu acceptes implicitement un contrat social. Tu acceptes un ensemble de promesses, un ensemble de non-dits, un ensemble de mécanismes qui font que tu vas devoir être soumis à ces règles, être soumis à ces lois, tout au long de ta vie si tu décides de rester toute ta vie dans ce pays. Et ce contrat social implicite, eh bien, il est propulsé par le gouvernement, il est régi par des lois, et tu n'as pas le choix que de le respecter. Si tu ne le respectes pas, tu t'exposes à des privations de liberté, tu t'exposes à des dégâts physiques, des dégâts matériels, des dégâts financiers sur ta personne. Donc tu n'as absolument aucun intérêt à ne pas respecter ces lois. Il y a toutefois deux situations dans lesquelles tu peux ne pas respecter, et on va monter un petit peu, dans lesquelles tu peux ne pas respecter ces lois. Et ce sont les deux situations suivantes. La première, c'est lors d'une révolution. Mais une révolution ne se fait pas tout seul. Et donc, si tu décides de faire une révolution, il faut que tu aies des gens qui soient d'accord de la faire avec toi. Mais ici, on parle d'individus, on parle de solutions individuelles. Donc la révolution, vous pouvez l'écarter. Si tu ne fais pas de révolution, qu'est-ce qu'il te reste? Eh bien, il te reste la fuite, il te reste de partir. Il te reste de t'expatrier, de t'évader, pourrait-on dire. Petite parenthèse sur la révolution en France. Il y en a eu une, grosse, celle de 1789, et elle s'est faite dans une violence extrême, au cours de laquelle on a utilisé certaines armes, certains procédés, pour virer physiquement la caste qui était en place, la caste monarchique, la caste royaliste, et la remplacer par une caste acquise à des idées nouvelles. On va se mettre là. Cette méthode de la Révolution française est très spécifique à la France. Il y a eu d'autres révolutions de type démocratique, droit de l'homiste en Europe, qui ont employé d'autres méthodes. L'Espagne, l'Allemagne. La Révolution française a été une méthode très spécifique de changer de gouvernement. La question c'est, penses-tu qu'aujourd'hui, le peuple français est en mesure d'implémenter une révolution de ce type? Je rappelle que 20% des actifs français sont des fonctionnaires. 20%. Ça veut dire que 20% de la population active totale ne voudra jamais d'une révolution. Un fonctionnaire, c'est pas compliqué, ce qu'il attend, c'est son café à 11h, son café à 15h, et la retraite à 60 ans. Ça, c'est le cycle de vie d'un fonctionnaire. Qu'est-ce que tu fais si ces promesses, les promesses du contrat social, les promesses implicites, si elles sont bafouées, si elles sont niées, si elles sont changées au cours de l'exécution du contrat? Eh bien, toi, en tant qu'individu, tu n'as pas d'autre choix que de partir. Ce qu'on appelle donc l'expatriation. Et j'insiste, il n'y a pas de troisième choix. Tu ne peux pas essayer de glisser comme ça, passer entre les mailles du filet,
ne pas payer tes impôts, payer des impôts mais ne pas les payer, ça ne marche pas, ce sont des demi-solutions. In fine, si tu ne payes pas tes impôts, tu finis par te faire attraper par le fisc. N'oublie pas que le fisc, ce sont les plus grands agents secrets du monde et qu'ils te retrouveront si tu décides de ne pas payer tes impôts. La meilleure chose à faire, c'est de ne plus résider fiscalement en France. Comme ça, tu ne leur dois rien. Je vous rappelle le titre de la vidéo, on ne doit rien à la France. On quitte donc l'Occident, on quitte donc la France et non pas l'Occident. Qu'est-ce qu'on quitte en France? Qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas envie de rester? Eh ben, c'est une série de promesses, les promesses du contrat social, qui ne sont pas tenues. Ces promesses, quelles sont-elles? Eh bien, on a parmi les promesses la sécurité. On a l'éducation. On a la santé. On a la démocratie. On a l'égalité. Même si l'égalité est une idée qui fait peu de sens en réalité. Mais on a ces promesses qui sont faites. Et ces promesses ne sont pas réalisées. Ces promesses sont même, je dirais, bafouées par le gouvernement en place et les gouvernements successifs depuis au moins, je dirais, une vingtaine d'années. Alors on va revenir sur chacune de ces promesses, voir un petit peu la performance du mode de gouvernance français en 2025. Sur la sécurité, je pense que j'ai pas besoin de développer. La France n'est pas un pays sûr, la France n'est pas un pays sain, la France n'est pas un pays où il fait bon vivre au niveau sécuritaire. Toute ville de plus de 20 000 habitants est envahie, garnie d'éléments qui n'ont rien à y faire. Il y a en France environ 800 000 OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées. Ça nous ramène donc 800 000 personnes au minima, à minima, au moins, qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui pourtant y sont. Sécurité catastrophique en France, c'est quand même un des premiers besoins humains. Si vous regardez la fameuse pyramide de Maslow, la sécurité est un des premiers besoins humains. Et que pouvez-vous faire, que pouvez-vous envisager d'investir, de travailler, de bâtir, de construire sans sécurité? Ça ne fait absolument aucun sens. La justice aussi fait partie des promesses. A-t-on une justice en France? A-t-on un mécanisme de justice efficace en France? Des affaires qui traînent pendant 10 ans, des coupables relâchés, pris en flagrant délit mais relâchés quelques heures après, une police qui elle-même en fait en a marre parce qu'elle voit son travail absolument dilapidé, piétiné par une instance judiciaire qui se permet, je vous rappelle cette affaire, de taguer certaines personnes comme étant des cons, je cite, le fameux mur des cons des juges sur lequel figuraient certains personnages très controversés d'il y a quelques années. Je vous laisse imaginer si des personnages publics connus peuvent être classés comme des cons. Toi qui fais partie du peuple et qui paye tes impôts, toi le Nicolas contemporain, je te laisse imaginer ce qu'il pense de toi. Mais je te donne un petit indice, c'est pas très sympathique ce qu'il pense de toi. Donc, sécurité inexistante, justice très légère, très limitée. Sur l'éducation, alors moi ce n'est pas compliqué, j'ai suivi le parcours conseiller en éducation, donc de passer des diplômes, etc. J'ai poussé cette éducation jusqu'à un niveau bac plus 5, mais ces diplômes ne m'ont absolument pas servi. Et c'est même maintenant devenu un mème en France que les études ne servent pas. Et je pense que de plus en plus de jeunes vont préférer faire du montage vidéo, ou vont préférer partir à l'étranger, cultiver des chèvres en Nouvelle-Zélande, que de passer des diplômes inutiles, qu'ils n'utiliseront jamais. Donc éducation inexistante. Sur la santé, on l'a vu pendant le Covid que les investissements sont éclatés au sol, selon l'expression contemporaine. Donc la santé est totalement inexistante en France. Il n'y a que les services de chirurgie, les hôpitaux, certains hôpitaux d'ailleurs, pas tous,
il faut être dans le bon coin, dans la bonne région pour avoir des hôpitaux qui performent. La santé laisse extrêmement à désirer, les rendez-vous chez les spécialistes se rallongent de plus en plus, la durée pour les obtenir en tout cas se rallonge de plus en plus. Les généralistes pensent plus à te refiler des médocs que à soigner ton problème. Il faudrait faire une vidéo entière sur la santé et l'état de la santé en Occident, mais en France en particulier, où en fait il s'agit de symptomatologie, il s'agit de prendre vos symptômes pour ce qu'ils sont et vous donner le plus de médicaments possible ou vous rendre même dépendant par une forme d'abonnement à la médication. C'est pour ça que de plus en plus de personnes se tournent vers des remèdes naturels, des remèdes de naturologues. J'allais dire de naturistes, mais non, c'est autre chose. De naturopathes qui essaient d'envisager d'autres voies de soigner les gens. L'homéopathie aussi, qui a été interdite récemment sous prétexte qu'elle pouvait représenter un danger. Donc pour moi, le danger, c'est plus les médicaments de Big Pharma. Vous savez que le Doliprane peut vous tuer si pris à mauvaise dose. Et je ne rappelle même pas les scandales du Mediator, les scandales des vaccins Covid, distribués sans les tests réglementaires par des entreprises plusieurs fois condamnées aux États-Unis, comme Pfizer. Quand je dis plusieurs fois, c'est on tombe dans les dizaines. Ensuite, la prospérité, l'économie, le nerf de la guerre. Alors sur l'économie, c'est pas compliqué. La France est passée récemment, en fait, 9e puissance mondiale. On n'est pas la 7e puissance mondiale, on n'est pas la 9e non plus, on n'est pas la 5e non plus. On est la 9e en réalité. Si vous regardez, selon le critère de parité de pouvoir d'achat. Donc la parité de pouvoir d'achat compare le niveau de vie par rapport à une même variable entre les différents pays. Donc vous dit combien les pays sont riches par rapport à un même standard. Sur ce classement, la France est 9e puissance mondiale. Donc on est, je vous le dis tout de suite, comme il n'y a aucun signe d'amélioration, dans quelques années, on sera passé en dehors du top 10 au profit de pays émergents, qui ne sont plus en fait émergents, qui sont maintenant émergés, comme la Chine, comme d'autres pays d'Asie. Après, il y a des pays asiatiques comme le Japon qui ont une bonne place et qui la garderont. Parce que les Japonais ont un logiciel différent des Occidentaux et ils veulent conserver leurs performances économiques. Donc sur la prospérité, les salaires en France sont stagnants de manière absolument catastrophique. Il n'y a en réalité en France que quelques bons plans pour qui veut avoir une situation financière convenable. Donc le fonctionnariat, rejoindre l'armée de réserve idéologique de l'État, c'est-à-dire les 20% de fonctionnaires de ce pays. Rejoindre le club, rejoindre la secte des fonctionnaires, et puis attendre la retraite. Une solution qui marche très bien pour être à l'aise financièrement en France. Autre solution, devenir politicien, on va dire professionnel. Ça marche très très bien. Je conseille à tous ceux qui savent mentir et qui savent parler, qui sont éloquents, qui présentent bien, devenez politicien, ça marche très très bien. Vous n'aurez aucun problème. Au niveau de la taxation, bon, la France possède une taxation confiscatoire. C'est maintenant, c'est même plus un mème, on est au-delà du stade du mime, on est au stade de la dépression. Les Français sont déprimés de voir que leurs efforts, tous leurs potentiels revenus sont aspirés par l'État. Les entrepreneurs, je n'en parle même pas, les artisans, c'est encore pire. L'État ne laisse pas respirer fiscalement parlant. La population française ne laisse pas les Français exprimer leur plein potentiel créateur.
Et quand je dis créateur, c'est créateur de richesse, pas seulement d'objets et de biens en tout genre. Alors, face à toutes ces promesses non tenues, et là je ne parle même pas des femmes, j'aurais pu l'ajouter évidemment, mais je vais pas en parler parce que les femmes françaises, ou la gente féminine en France, est dans un état bien triste. Il y a beaucoup mieux ailleurs, en termes de femmes, y compris, effectivement, des pays d'Asie comme la Thaïlande. Personnellement, je suis un peu comme l'observateur. Ce n'est pas vraiment mon type de femme, mais les goûts et les couleurs dans la nature existent. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Et que certains aillent en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Vietnam, ça ne me surprend pas. Donc les femmes en France, on a les chiffres du dating, pour ceux qui sont curieux, on a les chiffres du dating en France, on a les chiffres du célibat. On est dans des situations vraiment tristes. Vous avez énormément de jeunes hommes en France célibataires qui ne parviennent pas à accéder à la femme. Ils n'y parviennent pas parce que les attentes, les critères sont devenus décorrélés de toute réalité. Je vous montre un peu la vue. Selon les statistiques que l'on a de la population masculine aux États-Unis, montre à ces femmes que seuls 0,1% des hommes correspondent à leurs critères, c'est-à-dire personne en réalité. Absolument personne. Donc ça c'est fait sur les promesses non tenues. Qu'est-ce qu'on quitte? Eh bien on quitte le fait que le contrat social en France est complètement éclaté au sol. C'est même plus que ça, il est, je dirais, atomisé au sol. Il est aplati au sol. Il est défoncé au sol, le contrat social français. Aucune des promesses n'est respectée. Aucune. Et on parle bien de quitter la France. On ne parle pas de quitter les États-Unis, on ne parle pas de quitter l'Allemagne. Ces pays offrent une certaine flexibilité. Déjà parce que ce sont des gouvernements fédéraux. Chaque région, chaque land, en Allemagne ou chaque État, aux États-Unis, possède un petit peu sa propre législation. Donc, en changeant d'État, c'est comme si tu changeais un petit peu de pays. Donc, tu as beaucoup plus de leverage, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre quand tu t'expatries aux USA ou en Allemagne. C'est même si ça ne te plaît plus, au bout d'un moment, rien qu'en changeant d'état, tu changes déjà de contexte plus ou moins intensément. L'Allemagne, c'est pareil. Chaque land a un peu ses propres règles et ça te permet d'avoir une flexibilité, d'adapter ta vie en fonction des critères que tu recherches. Mais on parle bien de quitter la France ici. On parle pas de quitter l'Occident en manière générale. J'ai moi-même quitté la France, mais je n'ai pas quitté l'Occident. Je suis un occidental. Je ne peux pas vivre à long terme avec des Asiatiques. Je ne peux pas m'assimiler à des Asiatiques. Ça n'a, pour ainsi dire, pas de sens. Je ne peux pas renier qui je suis, adopter les coutumes asiatiques en prétendant que j'en suis un. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. L'assimilation, en tout cas de masse, est un mythe. C'est un mythe au même titre que, je dirais, l'égalité forcenée. C'est un mythe au même titre que le féminisme, l'ultra-féminisme. Tout ça, ce sont des mythes du monde moderne. Et lorsque vous fondez des sociétés sur des mythes, fatalement, ces sociétés finissent par dysfonctionner, plus ou moins gravement, selon la résilience, l'intelligence du peuple, dans les pays desquels ces mythes s'appliquent. Mais in fine, vous produisez des frustrés, des aigris, qui finissent soit par fomenter une révolution et la réussir, soit par partir. Ce que moi-même, observateur et Marc, avons fait. Tu ne dois donc rien à la France. Personnellement, je ne dois rien à la France. J'ai suivi ce qu'on me disait de faire, plus ou moins. Et le résultat a été catastrophique. J'ai réussi à rebondir par mes propres moyens. Mais je ne dois rien à la France, je ne lui dois pas d'impôts. Je ne suis plus résident fiscal en France, je ne lui dois pas de taxes, puisque je ne possède
pas d'immobilier en France. Je ne lui dois rien d'autre, ni même un merci, puisque toutes les promesses tenues n'ont pas été remplies. Enfin, je vous laisse là-dessus. Je vous fais profiter de la vue. On est dans un petit parc, bien tranquille. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.